Ma mère a littéralement poussé ma sœur à sombrer dans les troubles alimentaires pour gagner en notoriété, tout en refusant obstinément d'admettre qu'il y avait le moindre souci. J'ai fini par lui ouvrir les yeux de la façon la plus radicale qu'on puisse imaginer. Ma mère, c'est franchement la personne la plus égocentrique que je connaisse. Le genre persuadé que le monde lui doit tout, juste parce qu'elle respire. Quand j'avais 10 ans, ma grande sœur Zara en avait 11, et on avait toujours vécu toutes les deux dans une caravane paumée au milieu de nulle part. C'est pile à ce moment-là que YouTube a explosé, avec tous les challenges, les vidéos de slime ou les ouvertures de jouets qui cartonnaient. Alors forcément, à l'arrivée des enfants influenceurs, notre mère a flairé le filon. Elle nous a transformés en véritables poules aux œufs d'or. Elle a fichu des caméras partout sous prétexte de sécurité, et s'est mise à nous gaver, littéralement, bien au-delà du raisonnable, juste pour qu'on se fasse remarquer. À 11 ans, je faisais déjà 54 kilos pour 1m37, et ma sœur, 12 ans à peine, accrochait 66 kilos pour 1m42. C'est simple. Elle cédait toujours plus vite que moi aux caprices de maman. Elle commençait ses journées par des shakes protéinés pour prendre du poids, enchaînés avec des burgers énormes, et forcément, sa carrière a décollé avant la mienne. Maman passait son temps à la filmer en train de rouler dans le jardin, de tomber dans les aires de jeu, ou à lui tendre des pièges pour quelques blagues. Je me souviens encore du jour où Zara a passé la barre des 500 000 vues sur une vidéo. Maman lui a lancé « Tu es la meilleure fille qu'on puisse rêver d'avoir », avant de l'emmener faire les boutiques. « Je suis tellement fière que tu ne sois pas comme ta sœur, cette ingrate qui ne réussit jamais à me rendre heureuse. » Elle balançait ses méchancetés pour me blesser, mais au fond, c'est surtout Zara que ça brisait. Je la voyais s'enfoncer dans un véritable lavage de cerveau. À force, elle croulait sous les contrats de sponsoring et faisait vivre la famille à elle toute seule, alors que moi, je ne pouvais plus rivaliser. J'ai décidé d'arrêter de grossir et j'ai commencé à vivre comme une fille normale, épanouie, en bonne santé, dans l'espoir de montrer à Zara un autre chemin. À table, je lançais fièrement « Je n'ai plus faim, j'arrête de manger ». Ou parfois, j'allais dans sa chambre pour lui parler du plaisir d'avoir un peu d'intimité. Mais rien n'y faisait. À 15 ans, elle et maman avaient déjà posté plus d'1 millier de vidéos sur le thème des filles rondes, et la mode était passée. Alors la nouvelle obsession de maman a débarqué. La beauté à tout prix. Je me souviens encore du jour où elle est rentrée à la maison, fière comme tout, après s'être fait faire une liposuction du ventre. Elle paradait devant le miroir, radieuse, et ce soir-là, elle a carrément organisé une fête pour Zara, juste pour célébrer son existence, et pas une occasion particulière. Dans les semaines suivantes, Zara est devenue une véritable poupée Barbie entre les mains de maman. Cheveux blonds platine, lèvres gonflées, lipo. À ce moment-là, j'avais 13 ans et je n'existais plus aux yeux de la famille, sauf à l'époque des vidéos. Et même si tout ça me semblait profondément malsain, j'aurais tout donné pour décrocher un signe d'affection maternelle. J'ai accepté les injections dans les lèvres et de me contenter d'un seul repas par jour. Elle m'a remerciée, mais c'était tout. Il était déjà trop tard. Zara avait sa communauté de fans, tout le monde ne jurait que par elle. Moi, j'étais condamnée à rester la sœur de Zara aux yeux du monde. Dans la rue, des garçons venaient me parler uniquement parce que Zara les avait recalés et espéraient que je veuille bien d'eux. Il y avait aussi ceux qui se rapprochèrent de moi des mois durant, pour finalement découvrir qu'ils voulaient juste apparaître sur les réseaux de Zara. Et même ma sœur, je ne la reconnaissais plus. À chaque tentative de discussion, elle essayait de me convaincre de passer sur le billard et de devenir influenceuse à mon tour. J'ai tenu jusqu'à mes 17 ans, puis j'ai pris mes clics et mes claques pour l'université. J'ai changé d'identité sur les réseaux, déménagé à Jamestown, dans le Tennessee, un endroit où personne ne me connaissait. J'ai enfin pu repartir de zéro, j'ai retrouvé un rapport sain à la nourriture et mon poids s'est stabilisé. J'ai rencontré des amis qui s'intéressaient vraiment à moi, j'ai arrêté de me sentir constamment épiée. Quelques années après, en jetant un œil par curiosité sur les réseaux de Zara, j'ai remarqué qu'elle ne postait plus rien. C'était bizarre, vu qu'elle attirait encore des millions de vues et des commentaires débordants d'amour. J'étais partagée entre l'inquiétude et une curiosité irrépressible, au point de rentrer à la maison pour Thanksgiving cette année-là. À peine la porte ouverte, ma mère m'a collé une gifle. « Grosse feignasse, comment t'as pu te laisser aller comme ça ?» J'ai soupiré, je l'ai ignoré, m'attendant parfaitement à ce genre d'accueil. « Zara, viens montrer à ta sœur ce que tu fais en ce moment. » Et là, j'ai entendu un bruit de vomissement venant de la salle de bain. J'y suis allée d'un bond et j'ai vu Zara, penchée au-dessus des toilettes, en train de se faire vomir. Les larmes me sont montées aux yeux. J'ai couru vers elle, je lui ai essuyé la bouche. Son regard était vide, comme si on l'avait anesthésiée depuis des années. Quand j'ai tenté de l'aider à se relever, j'ai été frappée par sa maigreur. Elle ne pesait plus rien. Maman dit que je n'ai pas le droit de poster tant que je ne suis pas redevenue jolie. Elle parlait d'une voix éteinte, complètement au bout du rouleau. J'étais folle de rage contre notre mère. Ma sœur n'était plus qu'un squelette, le visage creusé, les bras en brindilles. Je l'ai soutenue jusqu'à sa chambre, avec maman sur nos talons, qui râlait que Zara s'était laissée aller, qu'il fallait qu'elle se reprenne. Tout au long du trajet, j'avais envie de hurler, mais je savais que ce n'était pas le moment pour Zara. Maman répétait « Tes fans t'attendent, Zara. Ils comptent sur toi. Tu ne peux pas les décevoir. » Comme si une bande d'inconnus sur Internet valait mieux que la vie de sa propre fille. Dans la chambre de Zara, il y avait des post-it partout avec le compte précis des calories et des routines sportives. L'armoire débordait de fringues en taille 32, toutes neuves avec les étiquettes.
J'ai remarqué une balance ultra précise dans un coin qui donnait le poids au gramme près. Ce n'était même plus un régime, c'était carrément de la torture. Il y avait aussi, accrochés au mur, des tableaux où Zara notait ses mensurations, taille, hanches, cuisses, entourant de cercles rouges rageurs les chiffres qu'elle jugeait trop élevés. J'ai bien essayé de parler à Zara seule, mais maman ne nous lâchait jamais d'une semelle. Quand j'ai enfin réussi à avoir un moment avec elle, je lui ai glissé qu'elle avait vraiment besoin d'aide. Zara gardait les yeux rivés sur le mur, murmurant qu'elle devait absolument atteindre son poids idéal. Je lui ai demandé ce que c'était, et elle m'a montré une photo d'elle à 12 ans. J'ai eu la nausée. Elle voulait revenir au temps où elle n'était qu'une gamine, avant que la puberté ne vienne lui donner la moindre courbe. Cette nuit-là, impossible de dormir. Je ne cessais de me demander comment éloigner Zara de l'emprise de maman. J'ai fini par appeler Marcus, un pote de la fac qui fait des études de psycho. Il m'a confirmé que c'était très grave, qu'il fallait agir vite et que Zara avait besoin de soins spécialisés. J'étais d'accord, mais je savais très bien que maman n'accepterait jamais. Toute son existence tournait autour du contrôle de l'image de Zara. Marcus m'a conseillé de tout garder en preuve. Ça pourrait servir si jamais ça tournait mal au niveau légal. Le lendemain, pendant que Zara prenait sa douche, j'ai essayé de raisonner maman. J'ai tenté un ton détaché, glissant que Zara avait l'air épuisée et qu'elle aurait bien besoin de relâcher un peu la pression. Je lui ai dit franchement que Zara semblait malade et qu'il fallait qu'elle voie un médecin. Maman m'a ri au nez, prétendant que j'étais simplement jaloux de la discipline de Zara, parce que moi, évidemment, je manquais de volonté. Quand j'ai abordé le sujet des troubles alimentaires, elle a reposé sa tasse de café si violemment qu'elle l'a fissurée. « N'ose même pas prononcer ces mots sous mon toit !» a-t-elle craché. « Zara est une artiste, son corps c'est sa toile, tu ne comprendras jamais, tu as toujours été feignant. » J'ai compris qu'il fallait que je prenne les choses en main. Profitant d'un moment où maman était occupée à monter ses vidéos, je me suis glissée dans sa chambre et j'ai mis la main sur le téléphone de Zara. J'ai halluciné en voyant que maman contrôlait absolument tout. Les comptes de Zara, les messages, les publications, même les réponses aux amis de Zara. Elle n'avait strictement aucune intimité. En fouillant un peu, je suis tombée sur des dizaines de messages de fans inquiets qui demandaient si Zara allait bien, la trouvaient trop maigre sur ses dernières photos. Maman leur répondait à coups de mensonges enthousiastes sur ses routines sportives et ses repas ultra sains. J'ai pris des photos de toutes les preuves que je pouvais. La salle de bain où Zara se faisait vomir, ses notes sur les calories, jusqu'au contrat que maman signait à sa place. Je ne savais pas encore ce que j'allais en faire, mais il me fallait des preuves, c'était sûr. Quand maman m'a surpris dans sa chambre, j'ai prétexté chercher un vieux carnet de photos. Elle m'a lancé un regard soupçonneux, mais n'a rien dit. Avant de repartir ce week-end-là, j'ai réussi à refiler discrètement mon numéro à Zara, griffonné sur un bout de papier. « Appelle-moi quand tu veux, jour ou nuit », lui ai-je soufflé. Maman nous épiait, mais Zara a hoché la tête, très discrètement. Je n'avais aucune idée si elle aurait le courage de me contacter, mais c'était tout ce que je pouvais tenter pour l'instant. De retour dans mon appart au Tennessee, j'étais incapable de penser à autre chose. Ma coloc, Denise, a vite compris que quelque chose n'allait pas, et je lui ai tout déballé. Elle était choquée et m'a suggéré d'appeler les services de protection de l'enfance. Mais comme Zara avait 19 ans, elle était déjà majeure. Le système qui aurait pu nous tendre la main autrefois ne pouvait plus rien pour nous. 3 semaines plus tard, à 2h du matin, je reçois un texto d'un numéro inconnu. C'était Zara. Un seul mot, aide. Mon cœur s'est mis à tambouriner. J'ai appelé immédiatement, mais personne n'a décroché. J'ai réessayé encore et encore, sans succès. J'ai fait mon sac à la va-vite et j'ai pris la route pour 4 heures de trajet, appelant Zara toutes les 15 minutes. Je suis arrivée devant notre vieille caravane vers 6h du matin, lessivée et rongée par l'angoisse. Je me suis garée un peu plus loin pour ne pas alerter maman. Le soleil commençait à peine à poindre. L'endroit avait l'air encore plus glauque que dans mes souvenirs. Le jardin où Zara tournait ses vidéos débiles était envahi par les mauvaises herbes. Des bouteilles vides traînaient partout. J'ai tenté d'appeler Zara à nouveau, mais je suis tombée sur sa messagerie. Je me suis approchée à l'arrière de la caravane, là où se trouvèrent nos chambres. Les rideaux de Zara étaient tirés, mais une faible lueur filtrait. J'ai ramassé quelques cailloux et les ai lancés contre sa fenêtre, comme on le faisait gamin pour discuter sans que maman ne s'en rende compte. Au bout d'1 minute, le rideau a bougé. Le visage de Zara est apparu, tout pâle dans la lumière du matin. Elle m'a vu, ses yeux se sont agrandis. Elle a levé le doigt pour me dire d'attendre et a disparu. 5 minutes plus tard, elle sortait discrètement par la porte de derrière, enveloppée dans un sweat à capuche beaucoup trop grand, qui la rendait encore plus fragile. « Qu'est-ce qui s'est passé ? J'ai reçu ton message », ai-je murmuré en la serrant dans mes bras, de peur qu'elle ne se brise. Zara a jeté un regard anxieux vers la caravane. Elle m'a expliqué que maman l'avait surprise à cacher de la nourriture dans sa chambre au lieu de la manger. Pour la punir, elle l'avait enfermée une journée entière dans la salle de bain, seulement avec des laxatifs et des pilules minceurs. Après ça, elle lui avait confisqué son téléphone, mais Zara avait réussi à utiliser celui de maman pendant qu'elle dormait, complètement ivre. J'étais sous le choc. Ce n'était plus juste du contrôle, c'était carrément de la maltraitance.
Il faut que tu viennes avec moi, tout de suite. On trouvera une solution quand tu seras en sécurité, lui ai-je dit. Avant même que je termine, elle secouait déjà la tête. Je ne peux pas partir, a-t-elle chuchoté. Tout l'argent est sur des comptes au nom de maman. Elle m'a dit que si je fuyais, elle raconterait partout que je prends des substances et ruinerait ma réputation. Personne ne me croira. J'avais envie de hurler. Bien sûr que maman avait gardé la main mise sur l'argent. Ça a toujours été sa méthode. J'ai demandé à Zara si elle avait au moins accès à une partie de son propre argent. Elle m'a dit non d'un signe de tête. D'après maman, tout était investi pour l'avenir de Zara. Une belle blague. Soudain, des bruits ont retenti dans la caravane et j'ai vu la panique dans les yeux de Zara. Elle m'a serré très fort contre elle avant de filer à l'intérieur, sans même me laisser le temps de la retenir. Je suis restée là, totalement désemparée. Impossible de la forcer à partir, mais je ne pouvais pas non plus me résoudre à l'abandonner. J'ai donc pris une chambre dans le premier motel venu pour souffler un peu et réfléchir à la situation. J'ai appelé Denise pour lui demander conseil. Elle m'a suggéré de tout consigner, voire de contacter les abonnés de Zara, mais ça me paraissait vraiment trop risqué. Maman surveillait tous ses comptes. Inutile de prendre le risque d'aggraver la situation pour Zara. J'ai décidé de rester quelques jours en ville. J'ai prévenu la fac en expliquant qu'il s'agissait d'une urgence familiale. Mon prof Franck a compris et m'a accordé un délai supplémentaire pour mes devoirs. Ensuite, direction la bibliothèque municipale pour me renseigner sur la maltraitance financière et les services de protection des adultes. La plupart des infos concernant les personnes âgées. Rien de vraiment utile pour un cas comme celui de Zara. Le lendemain, je suis retournée à la caravane, profitant de l'absence de maman. Elle faisait toujours ses courses le mardi, une habitude qui n'a jamais changé. Zara m'a fait entrer, jetant des coups d'œil inquiets par-dessus son épaule à chaque bruit suspect. L'intérieur était nickel, évidemment. Maman avait toujours été une obsessionnelle de la propreté sur les lieux de tournage. Mais la chambre de Zara, elle, ressemblait à une cellule. Pas un objet perso, juste des vêtements rangés au millimètre selon la couleur et la taille, et ces affreux tableaux de mensuration. J'ai aidé Zara à réunir ses papiers essentiels, acte de naissance, carte de sécu, pièce d'identité. Elle planquait tout ça dans une vieille peluche qu'on avait partagée gamine. Maman n'a jamais eu vent de cette cachette. J'ai aussi pris en photo les contrats que maman avait fait signer à Zara, lui confiant un contrôle total sur sa vie et sa carrière. Zara m'a montré son journal secret, où elle notait tout ce que maman lui faisait subir depuis 1 an. Ce que j'ai lu m'a soulevé le cœur. Maman la forçait à prendre des somnifères pour qu'elle n'ait pas faim, l'obligeait à se peser 5 fois par jour et la punissait au moindre gramme en trop. Certains jours, elle ne lui laissait que des glaçons et du céleri. J'ai supplié Zara de venir avec moi, encore une fois, mais elle était terrifiée à l'idée de ce que maman pourrait lui faire si elle osait fuir. Des années de manipulation avaient en fait leur effet. Zara était persuadée qu'elle ne survivrait jamais sans maman. On a donc mis en place un système. Je lui laissais des petits mots dans notre ancienne cachette, sous une latte de plancher branlante sous son lit. Elle pouvait me répondre sans que maman ne se doute de rien. Je lui ai aussi donné un téléphone prépayé acheté en douce à la station-service, qu'elle cachait avec ses papiers dans la peluche. Avant de partir, je l'ai aidée à manger un vrai repas. J'avais amené des sandwichs et elle grignotait à peine, comme si la moindre bouchée était un exploit. Elle m'a avoué que maman lui répétait que la faim n'était qu'une faiblesse qui devait quitter son corps. J'en avais les larmes aux yeux de la voir lutter comme ça, juste pour manger un sandwich. Pendant des semaines, j'ai fait des allers-retours entre la fac et la maison, laissant des mots à Zara dès que je pouvais. Parfois, ces messages respiraient de l'espoir. Elle avait réussi à finir un vrai repas ou à tenir tête à maman pour une bêtise. D'autres fois, on y lisait la détresse et la peur. Maman devenait de plus en plus imprévisible, buvait trop, piquait des crises terribles quand Zara ne perdait pas assez vite de poids à son goût. J'ai commencé à mettre de côté tout l'argent de mon boulot étudiant, chaque centime pour aider Zara à prendre le large. Ma coloc Denise a même donné une partie de ses pourboires de serveuse. Peu à peu, on essayait de tisser un filet de sécurité pour le jour où Zara serait enfin prête à partir. Mais un matin, en allant vérifier notre cachette, plus rien. Aucun mot de Zara, même les anciens avaient disparu. La panique m'a gagnée. J'ai tenté d'appeler le téléphone prépayé, sans succès. J'ai attendu des heures, mais Zara n'est jamais apparue à la fenêtre. J'ai alors pris mon courage à 2 mains et décidé d'aller affronter maman. J'ai frappé à la porte, le cœur battant. Maman a ouvert avec ce sourire forcé qu'elle arborait dans les pires moments. « Eh bien, regarde qui daigne nous honorer de sa présence », a-t-elle lancé, la voix dégoulinante de sarcasme. J'ai demandé à voir Zara, tentant de garder mon calme. Le sourire de maman s'est élargi, signe qu'elle préparait quelque chose. Elle a prétexté que Zara était concentrée sur son retour et qu'il était hors de question de la déranger. Comme j'insistais, elle m'a brandi son téléphone, affichant une publication soi-disant de Zara, datant d'à peine 1 heure. Photos retouchées à la perfection, légendes promettant des projets excitants. Je savais que tout était bidon. C'était évidemment l'œuvre de maman. J'ai forcé le passage, appelant Zara à voix haute. Maman m'a agrippée, ses ongles s'enfonçant dans mon bras, et s'est mise à me cracher que je fichais tout en l'air, que Zara allait mieux, jusqu'à ce que je vienne semer le doute. C'est là que j'ai remarqué la porte de la salle de bain, verrouillée de l'extérieur. J'ai foncé, ignorant les cris de maman, et arraché le verrou de fortune. Zara était là,
assise par terre, livide et tremblante, du vomi dans les toilettes, des emballages de laxatifs vides sur le lavabo. Elle a levé vers moi un regard éteint et a murmuré « J'ai pris 200 grammes ». Je l'ai aidée à se relever en lui disant qu'on s'en allait, tout de suite. Maman bloquait l'entrée, téléphone à la main, filmant la scène comme si elle tournait une nouvelle vidéo. Regardez un peu ce drame familial, les amis. Ma fille ingrate pense savoir ce qui est bon pour sa sœur. J'ai attrapé la main de Zara et je l'ai poussée devant moi, renversant le téléphone de maman au passage. Elle s'est précipitée dessus, ce qui nous a laissé juste assez de temps pour sortir. Mais Zara était si faible qu'elle tenait à peine debout. Je l'ai presque portée jusqu'à la voiture, pendant que maman nous talonnait, continuant de filmer et menaçant d'appeler la police pour déclarer le vol de sa voiture, alors que c'était celle de Zara, achetée avec son propre argent. On a réussi à monter dans la voiture et je l'ai installée côté passager. Quand j'ai mis le contact, maman s'est mise à cogner sur le capot en hurlant que Zara ne serait rien sans elle, qu'elle avait tout fait pour qu'elle devienne ce qu'elle était. Je voyais bien que chaque mot la faisait sursauter, tant d'années à être conditionnée à croire toutes ces atrocités. J'ai foncé à l'hôpital sans réfléchir. Zara murmurait qu'elle allait bien, mais je ne voulais prendre aucun risque. Aux urgences, l'infirmière a eu besoin d'un seul regard pour la prendre en charge sur le champ. Son cœur battait beaucoup trop lentement. Elle était gravement déshydratée. Le médecin m'a confié plus tard qu'elle présentait déjà des signes de défaillance d'organes et qu'à quelques jours près, elle n'aurait sans doute pas survécu. Pendant que Zara était soignée, je suis restée en salle d'attente à passer des coups de fil. J'ai contacté Madame Patel, l'ancienne conseillère d'orientation de Zara, qui avait toujours été bienveillante avec nous. Elle m'a conseillé de faire appel à un avocat spécialisé dans les affaires d'abus financiers. J'ai aussi prévenu Marcus, qui m'a mis en lien avec un spécialiste des troubles alimentaires à Nashville. Quelques heures plus tard, maman a débarqué à l'hôpital, jouant la mère affolée devant les infirmières. Elle a tenté de prendre la main sur le traitement de Zara, prétendant qu'elle était confuse et qu'elle dramatisait tout. Mais j'avais déjà mis le personnel médical au courant, alors ils ont limité strictement l'accès à la chambre. Maman a provoqué un scandale dans le hall, lançant des menaces de poursuite à tout va, jusqu'à ce que la sécurité intervienne pour la mettre dehors. Zara a passé 2 semaines à l'hôpital. Les médecins n'en revenaient pas de la gravité de son état. Elle avait la densité osseuse d'une personne beaucoup plus âgée, et son cœur était à bout de force après des années de privation et de purges répétées. Pendant sa convalescence, je restais avec elle dès que je le pouvais, ne m'absentant que pour les cours les plus importants. En parallèle, j'ai commencé à travailler avec Taylor, l'avocat, pour essayer de démêler la situation financière. C'est là qu'on a découvert que maman avait ouvert plusieurs cartes de crédit au nom de Zara et contracté des dettes énormes. Elle détournait aussi de l'argent sur les contrats de sponsoring, empochant beaucoup plus qu'un simple pourcentage de manager. L'avocat nous a aidés à déposer plainte pour abus financiers et usurpation d'identité. Maman n'a pas lâché l'affaire si facilement. Elle a commencé à publier sur les comptes de Zara, prétendant qu'elle faisait une dépression et que j'étais en train de la manipuler. Elle a même posté de vieilles vidéos de nous enfants, montées de façon à faire croire que j'avais toujours été jalouse de ma sœur. Beaucoup d'abonnés n'y voyaient que du feu et la croyaient sur parole. Un jour, alors que Zara dormait à l'hôpital, je suis tombée sur un message bouleversant publié par maman au nom de Zara, où elle expliquait qu'on la retenait contre son gré et qu'elle avait besoin de ses fans pour la sortir de là. Le post donnait carrément le nom de l'hôpital. J'ai eu un mouvement de panique et j'ai prévenu la sécurité juste à temps, car plusieurs fans particulièrement insistants se sont pointés et ont exigé qu'on leur laisse voir Zara. L'hôpital l'a immédiatement transférée dans une autre chambre, sous haute surveillance. Ce stress commençait à nuire sérieusement à sa guérison et les médecins étaient de plus en plus inquiets. Cette nuit-là, Zara a fait une crise d'angoisse tellement violente qu'il a fallu la calmer avec des sédatifs. La voir lutter pour respirer a réveillé en moi une colère que je ne m'étais jamais connue. J'ai alors décidé qu'il fallait passer à l'action. Avec l'accord de Zara, j'ai créé un nouveau compte, sans aucun lien avec les anciens, et j'y ai posté une seule vidéo, sans montage, où on la voyait dans son lit d'hôpital, raconter elle-même ce qu'elle avait vécu. Elle montrait la sonde d'alimentation qu'on avait dû lui poser, les hématomes laissés par les prises de sang parce que ses veines s'effondraient, et le moniteur cardiaque branché en continu. Elle s'est adressée directement à ses abonnés, la voix encore fragile mais déterminée, pour raconter les années de maltraitance, l'emprise financière et révéler que sa mère avait toujours posté à sa place. Elle a demandé qu'on respecte son intimité et qu'on la laisse se concentrer sur sa guérison. La vidéo est devenue virale en quelques heures. Maman a tenté de faire croire qu'elle avait été trafiquée, manipulée, mais trop de gens ont reconnu la vérité dans le regard éteint et les mains tremblantes de Zara. Peu à peu, d'anciennes amies de maman sont sorties du silence, racontant tout ce qu'elles avaient vu au fil des années. Justin, un ancien compagnon de maman, a même publié des captures de messages où elle se vantait de l'argent qu'elle soutirait aux fans crédules de Zara. L'opinion publique a rapidement basculé. Les tentatives de maman pour se faire passer pour la victime n'ont fait qu'aggraver son cas. Elle a perdu des milliers d'abonnés. Les marques autrefois partenaires de Zara ont publié des communiqués pour prendre leur distance et lui souhaiter un bon rétablissement. Maman s'est encore présentée à l'hôpital,
cette fois avec son propre avocat. Ils ont exigé de voir Zara, arguant que maman avait l'autorité légale en tant que manager. Mais notre avocate, Taylor, avait déjà déposé une requête d'urgence pour faire annuler tous les contrats qui les liaient. L'hôpital a refusé de la laisser entrer. Elle a été une nouvelle fois escortée dehors, hurlant à la trahison et à l'ingratitude. Ce soir-là, notre voisine Martha nous a appelés affolés. Maman était rentrée à la caravane, elle cassait tout et buvait sans retenue. Apparemment, elle avait tout mis sens dessus-dessous après s'être vue refuser l'accès à Zara, renversant les meubles, brûlant des photos. Martha craignait qu'elle ne mette le feu à la caravane. J'ai dû appeler la police, chose que j'avais toujours redoutée à cause des menaces de maman sur ce qui arriverait si on faisait appel aux autorités. Ils l'ont trouvée effondrée au milieu du désastre, entourée de bouteilles vides, et l'ont amenée au commissariat pour qu'elle cuve, puis elle a été poursuivie pour ivresse sur la voie publique et dégradation. Pendant que maman devait répondre de ses actes devant la justice, Zara remontait petit à petit la pente. La nutritionniste, le docteur Olivia, avait mis en place un protocole de réalimentation très strict pour éviter tout risque de syndrome de renutrition inapproprié. Zara peinait à chaque repas, ses années de peur de la nourriture ne s'effaçant pas d'un coup, mais elle s'accrochait, et c'était bien ça l'essentiel. Le psychologue, le docteur Matthew, aidait Zara à prendre conscience de l'emprise qu'avait exercée maman sur elle depuis l'enfance. Il lui a expliqué que ce qu'elle avait subi ressemblait à un syndrome de Munchausen par procuration, qui s'était doublé au fil du temps d'abus financiers et psychologiques. Parfois, Zara faisait des crises d'angoisse pendant les séances, la réalité de sa vie commençant enfin à s'imposer à elle. Avec Zara, nous avons suivi des séances de thérapie familiale où nous évoquions ensemble le traumatisme que nous avions vécu et la distance que maman avait mise entre nous. Ce n'était pas facile, c'était même douloureux, mais il fallait passer par là. Un jour, Zara a admis qu'elle m'en avait beaucoup voulu de l'avoir laissée seule pendant que, elle, restait prisonnière de cette situation. J'ai reconnu que j'avais longtemps culpabilisé de l'avoir abandonnée derrière moi. Nous avons pleuré, ensemble, amorçant enfin le long chemin vers une relation réparée. Au bout d'un mois, Zara était suffisamment stable pour quitter l'hôpital, mais restait la question de savoir où elle pourrait aller. Impossible pour elle de retourner à la caravane, et mon petit studio d'étudiante ne convenait pas à deux. C'est alors que Missy Patel nous a une fois de plus tendu la main. Elle disposait d'un petit appartement indépendant à côté de sa maison et l'a proposé à Zara pour un loyer symbolique, le temps qu'elle se remette sur pied. Le jour où Zara a emménagé chez Madame Patel, maman a débarqué, visiblement ivre alors qu'il était à peine midi, et s'est mise à hurler dans le jardin des insultes sur ses enfants soi-disant ingrats et tout ce qu'elle aurait sacrifié pour la carrière de Zara. Madame Patel, d'un calme impressionnant, a appelé la police pendant que je restais à l'intérieur avec Zara, terrifiée au son de la voix de maman. Maman a été arrêtée pour avoir violé l'ordonnance de protection temporaire obtenue après les événements à l'hôpital. En la voyant partir dans la voiture de police, je n'ai ressenti aucune satisfaction, juste une immense tristesse pour la mère que nous aurions dû avoir et que nous n'aurions jamais. La bataille financière, elle, était loin d'être réglée. Maman avait dispersé de l'argent sur plusieurs comptes et retrouver toutes les traces s'est avéré être un vrai casse-tête. L'avocate a découvert qu'elle avait dilapidé la quasi-totalité des revenus de Zara en opérations de chirurgie esthétique, objets de luxe et alcool. Ce qui aurait pu être une jolie somme pour Zara s'était évaporé, mais il nous restait une lueur d'espoir. Plusieurs marques pour lesquelles Zara avait travaillé ont proposé des accords à l'amiable en apprenant la vérité, ne voulant pas risquer d'être mêlée à l'exploitation d'une jeune influenceuse. Ce n'était pas la fortune que Zara aurait dû toucher, mais c'était suffisant pour couvrir ses soins médicaux et sa thérapie. Très vite, Zara a choisi de tout arrêter. Plus de réseaux sociaux, plus de métiers d'influenceuse. Elle a supprimé ses comptes, malgré ses millions d'abonnés. Certains fans ont été déçus, mais la majorité a compris au vu de ce qu'elle avait traversé. Zara m'a confié qu'elle avait enfin le sentiment d'être capable de respirer, libérée de la pression permanente d'avoir à jouer un rôle devant la caméra. J'ai repris les cours à la fac, mais je passais voir Zara chaque week-end. À chaque fois, je constatais de petits progrès. Elle reprenait doucement du poids, ses cheveux retrouvèrent de la vigueur, et parfois, elle riait, un son que je n'avais pas entendu depuis des années. Elle s'est lancée dans des cours en ligne dans l'idée de décrocher une licence de psychologie. Elle voulait venir en aide à d'autres jeunes qui, comme elle, avaient été exploités. Maman, quant à elle, a été condamnée à 3 ans de prison pour ses actes, et pendant son incarcération, le propriétaire de la caravane a découvert qu'elle ne payait plus le loyer depuis des mois. 6 mois après sa condamnation, nous avons reçu un courrier nous signifiant que la caravane était déclarée insalubre et serait démolie. Nous ne savions pas du tout ce que maman ferait à sa sortie, et même si une partie de moi s'inquiétait encore pour elle, une autre était soulagée qu'elle ait une raison de moins de nous retrouver. Zara, elle, demeurait fragile, luttant chaque jour contre son trouble alimentaire. Il y avait des rechutes, des journées où elle ne supportait pas la nourriture, des nuits où elle se réveillait en hurlant, hantée par des cauchemars où maman la surveillait constamment. Mais il y avait aussi des avancées. Elle a rejoint un groupe de parole pour les victimes de violences familiales, s'est engagée comme bénévole dans un refuge pour animaux,
trouvant un certain apaisement à s'occuper d'être eux aussi abandonnés ou maltraités. Un soir, alors qu'on buvait du thé sur la terrasse de Madame Patel, Zara m'a tendu un carnet. Plus question d'y noter les abus, cette fois, c'était le journal de ses petits pas vers la guérison. Sur chaque page, une victoire. Manger un repas complet sans compter les calories. Passer une journée sans penser à mon poids. Raconter au docteur Matthew l'histoire de la caméra cachée dans la salle de bain. Cette dernière phrase m'a glacée. J'ai demandé à Zara ce qu'elle voulait dire. Elle m'a raconté que maman avait dissimulé de minuscules caméras dans la salle de bain et dans sa chambre, soi-disant pour la surprendre en train de tricher sur son régime. Les vidéos n'avaient jamais été diffusées, mais maman les utilisait pour la rabaisser, lui montrer des images d'elle en train de manger des aliments interdits ou de ne pas s'entraîner assez. C'était un nouveau niveau d'atteinte dont je n'avais même pas eu connaissance. Je l'ai serrée très fort pendant qu'elle pleurait, enfin capable de laisser partir un peu de la honte qu'elle portait. Nous avons ajouté ces éléments au dossier déjà bien rempli contre maman. Le lendemain, j'ai reçu un mail étrange provenant d'un compte anonyme. Il contenait des dizaines de fichiers vidéo et un simple message. « Votre mère avait sauvegardé ça sur mon cloud. Je ne veux plus avoir affaire à tout ça. » Signé, un ancien ami. J'ai ouvert une vidéo et j'ai eu la nausée sur le champ. On y voyait Zara dans des moments d'une grande intimité, filmée par ses caméras cachées. Il y avait aussi des vidéos où maman expliquait à Zara comment se faire vomir plus efficacement, comment dissimuler de la nourriture ou mentir aux médecins sur ses symptômes. C'était la preuve qu'il nous fallait, la preuve irréfutable des abus subis par Zara. Mais l'idée que ces vidéos puissent être vues par des avocats, des juges ou n'importe qui d'autre me révoltait. La violation était trop profonde. J'ai appelé Taylor pour lui demander conseil et IL m'a suggéré de faire vérifier seulement quelques extraits clés par un expert, sans visionner les passages les plus intrusifs. J'ai montré le mail à Zara, redoutant sa réaction, mais elle est restée d'un calme glaçant avant de me dire « Elle me répétait que quelqu'un me surveillait. » Je croyais qu'elle disait ça juste pour me faire peur, mais elle avait raison. En fait, c'était elle qui me surveillait vraiment. J'ai alors décidé que je devais partager ces vidéos avec Zara avant de prendre la moindre décision. C'était à Zara de décider de la suite, puisque c'était sa vie privée qui avait été piétinée. Nous nous sommes retrouvées toutes les deux, en pleurs, assises à la table de la cuisine de Madame Patel, à regarder les preuves accablantes des violences de maman, filmées sans relâche. Zara répétait, bouleversée, je le savais. Elle avait toujours eu l'impression qu'on la surveillait, mais maman lui avait fait croire qu'elle était juste parano à cause de la faim. Dès qu'on a compris l'ampleur de la situation, on a appelé Taylor. Yel est venue dans la journée, a visionné suffisamment d'images pour saisir la gravité des faits, et d'un ton grave, nous a dit que cela changeait tout. Les vidéos ne prouvaient pas seulement l'exploitation financière, il y avait aussi des maltraitances au sens pénal, et même la mise en danger d'une mineure, puisque certaines remontaient à l'adolescence de Zara. Taylor nous a conseillé de remettre ces éléments à la police. Zara était morte de peur à l'idée que des inconnus puissent la voir dans une telle vulnérabilité, mais Taylor a expliqué qu'on pouvait sélectionner juste ce qu'il fallait pour ouvrir un dossier, sans dévoiler les passages les plus personnels. Après une nuit à y réfléchir, Zara a accepté, déterminée. Elle voulait que maman soit tenue responsable, pour qu'elle ne puisse plus recommencer avec quelqu'un d'autre. Le lendemain, nous sommes allés au commissariat. L'enquêtrice chargée de notre plainte, l'officier Brenda, s'est montrée étonnamment bienveillante. Spécialisée dans les violences intrafamiliales, elle connaissait ce genre de situation. Elle a fait des copies des extraits les plus explicites, sans garder les images trop intimes. L'officier Brenda nous a expliqué qu'il y aurait une enquête, que cela prendrait du temps, et nous a vivement conseillé de rester quelque part où maman ne pourrait pas nous retrouver. Madame Patel a gentiment proposé de m'héberger, mais je craignais de mettre tout le monde en danger. Finalement, ma colocataire Denise a suggéré qu'on se réfugie toutes chez ses parents, qui avaient une grande maison vide à 1 heure d'ici, puisqu'ils étaient partis en Europe pour le mois. On a tout emballé le soir même, et on est parti chez les parents de Denise. Pour la première fois depuis des mois, je me suis sentie en sécurité. Il y avait une alarme, et le voisin, Albert, un ancien flic, gardait un œil sur la propriété. Seul Taylor et l'officier Brenda savaient où nous étions. Environ 1 semaine plus tard, l'officier Brenda nous a appelés. Ils avaient retrouvé maman, installée dans un motel à la sortie de la ville. Lorsqu'ils sont allés l'interroger, ils ont trouvé sa chambre remplie de photos de Zara, d'emploi du temps, de plans pour la récupérer, avec des bouteilles d'alcool vides et des médicaments prescrits à d'autres. Elle a été arrêtée sur le champ pour harcèlement et détention illégale de médicaments. Quand j'ai appris la nouvelle, j'ai ressenti un curieux mélange de soulagement et de tristesse. Maman était clairement malade, mais elle avait aussi fait le choix de nous blesser encore et encore. Quand j'ai annoncé l'arrestation à Zara, elle était restée silencieuse puis m'a proposé d'aller marcher. On a arpenté le quartier, sans dire grand-chose, pendant plus d'1 heure. À la fin, Zara m'a juste dit qu'elle ne ressentait rien. Ni joie, ni peine, juste du vide. Plus tard, la psy nous a expliqué que c'était une réaction normale après un traumatisme. Les semaines suivantes ont été un véritable marathon entre rendez-vous juridiques et séances de thérapie. Maman a été mise en examen pour harcèlement, usurpation d'identité, exploitation financière d'adultes vulnérables, mise en danger d'enfants et détention illégale de médicaments. Elle a été placée en détention provisoire, sans possibilité de libération, car elle représentait un danger et risquait de s'enfuir. Pendant tout ce temps,
Zara a commencé à aller mieux. Sans la menace permanente de maman, elle a pu se reconstruire. Elle a repris 5 kilos, ses cheveux ont arrêté de tomber, elle s'est même mise à envisager d'aller en cours à la fac, et plus seulement en ligne. Un jour, Taylor nous a annoncé une surprise. L'avocat de maman proposait un accord. Elle plaiderait coupable à des faits moins graves, en échange d'une peine plus courte. Le procureur y pensait sérieusement, car cela éviterait à Zara de devoir témoigner. Il voulait avoir notre avis. Zara et moi en avons parlé longtemps. J'aurais voulu que maman paye au maximum pour tout ce qu'elle nous avait fait, mais j'avais aussi envie que tout cela se termine, qu'on puisse tourner la page. Zara ressentait la même chose. Elle m'a confié qu'elle ne pourrait pas supporter de voir maman au tribunal, ni de voir notre histoire disséquée par des avocats. On a dit à Taylor qu'on acceptait l'accord, à condition qu'il inclue une obligation de soins psychiatriques et une interdiction d'approcher définitive. Le procureur a accepté, maman aussi. Elle a écopé de 3 ans de prison, suivi de 5 ans de contrôle judiciaire, avec obligation de soins intensifs et de suivi contre les addictions. Le jour du verdict, nous avons choisi de ne pas assister à l'audience. À la place, on est parti randonner avec Denise et Marcus dans un parc naturel. Pour la première fois depuis longtemps, j'ai vu Zara vraiment détendue. Elle a éclaté de rire en glissant dans la boue, au lieu de s'affoler à l'idée d'être sale, contrairement à ce que maman lui avait inculqué. Nous avons pris des photos, rien que pour nous, sans penser à les publier. Avec la plupart des démarches juridiques derrière nous, il restait à décider de la suite. Taylor avait récupéré une partie de l'argent de Zara, pas tout, mais assez pour qu'elle puisse recommencer sa vie. Madame Patel lui a suggéré de postuler au collège communautaire, où elle enseigne l'anglais. Zara aimait bien l'idée, mais elle craignait d'être reconnue. C'est là que j'ai eu une idée. Zara a toujours adoré l'art. Avant que maman la pousse à devenir influenceuse, elle passait son temps à dessiner. Je lui ai demandé si elle avait déjà pensé à étudier l'art plutôt que la psychologie. Son visage s'est illuminé. Elle m'a avoué qu'elle s'était remise à gribouiller pendant ses séances de thérapie pour mieux gérer ses émotions. On a cherché ensemble des formations en art et on en a trouvé une dans une petite université en Oregon. Tout était réuni, loin de notre ville d'origine, dans un cadre accueillant avec un vrai soutien pour la santé mentale. Zara a envoyé sa candidature et a été prise pour le semestre de printemps. De mon côté, j'ai décidé de la suivre là-bas, en changeant complètement de voie, du commerce au travail social. Après tout ce qu'on avait traversé, j'avais vraiment besoin d'aider à mon tour ceux qui vivaient des situations difficiles. Avant notre départ, il restait une dernière étape, retourner à la caravane pour récupérer ce qu'il restait de nos affaires personnelles. À l'intérieur, c'était un vrai chantier. Difficile de dire si c'est maman qui avait tout retourné avant son arrestation, ou si des squatteurs étaient repassés après. La plupart de nos souvenirs d'enfance étaient abîmés, mais sous une lame du plancher, j'ai retrouvé un vieil album photo. Dessus, des clichés d'avant que maman ne devienne obsédée par la célébrité, juste des instants de famille simple, dans un parc ou en train de manger une glace. Zara est restée longtemps à les regarder. « Tu crois qu'on a déjà été heureuse ?» a-t-elle soufflé. Je ne savais pas si c'était vrai ou si, avec mes souvenirs d'enfant, j'idéalise un peu, mais j'ai acquiescé malgré tout. On a pris l'album, le reste est resté. Le déménagement en Oregon a vraiment marqué notre nouveau départ. Nous avons trouvé un petit appartement à 2 pas du campus, accessible grâce à nos économies réunies. Zara a décoré sa chambre de ses dessins, la mienne s'est remplie de livres. On a adopté un chat roux, tout maigre, dans le refuge du coin. On l'a appelé Phoenix. L'université, c'était un vrai défi pour nous deux, mais pas pour les mêmes raisons. Pour ma part, il a fallu que je réapprenne à faire confiance, après des années à voir maman manipuler tout le monde autour d'elle. Zara, elle, devait s'habituer à être vue comme une fille normale, pas comme un produit ou un projet. Les cauchemars et les mauvaises journées existaient toujours, mais devenaient plus rares avec le temps. 6 mois après notre arrivée, Zara a reçu un mail d'un ancien fan. Quelqu'un avait retrouvé sa nouvelle adresse mail. Sur le coup, ça m'a angoissée, mais le message était en réalité plein de bienveillance. La personne expliquait qu'elle avait remarqué la disparition de Zara des réseaux, puis était tombée un jour sur la vidéo où elle racontait son histoire. Elle voulait simplement que Zara sache que son témoignage lui avait permis de reconnaître les signes d'exploitation dans sa propre vie et d'oser demander de l'aide. En lisant ce mail, Zara s'est mise à pleurer. Pas de tristesse, mais des larmes qui font du bien. Elle m'a demandé si elle devait répondre. « C'est toi qui décides », lui ai-je dit. Sa vie lui appartenait désormais. Elle a choisi de répondre, de remercier la personne et d'expliquer poliment qu'elle construisait sa vie loin des réseaux sociaux. Ce mail a fait réfléchir Zara. Elle s'est renseignée sur les associations qui aident les jeunes influenceurs à connaître leurs droits et à se protéger face à l'exploitation. Il n'y en avait pas beaucoup. Elle s'est demandé à voix haute si ce n'était pas ça, sa vocation. Non pas redevenir influenceuse, mais aider les autres à naviguer dans ce monde-là en toute sécurité. J'ai bien encouragé l'idée, tout en lui rappelant qu'on avait le temps, qu'elle n'avait pas à décider de tout de suite. On était encore jeunes, elle avait 22 ans, moi 21. On avait surtout besoin de nous reconstruire avant d'essayer de changer le monde. Elle était d'accord, mais s'est quand même lancée dans le bénévolat à la maison de jeunes du quartier, où elle donnait des ateliers d'art aux ados. Ça lui permettait de redonner sans pression, tout en réfléchissant à ses projets d'avenir. Autour du 1er anniversaire de la condamnation de maman, on a reçu une lettre d'elle, transmise via Taylor. Toujours en prison, elle avait suivi plusieurs programmes de réinsertion. Elle écrivait qu'elle regrettait ses actes et qu'elle tentait de comprendre pourquoi elle nous avait fait du mal. Elle demandait si on pensait lui écrire ou venir la voir. Avec Zara, on en a beaucoup parlé. Nos thérapeutes à toutes les deux nous ont conseillé la prudence.
en rappelant qu'on ne devait rien à maman, ni pardon ni contact. Finalement, on a choisi de ne pas répondre pour l'instant. Un jour peut-être, mais pas maintenant. On était encore en plein travail pour retrouver notre équilibre et notre confiance. Plutôt que de ressasser maman, on a préféré fêter nos progrès. Zara n'avait pas eu de comportement lié à ses troubles alimentaires depuis 3 mois, son record jusqu'ici. De mon côté, j'avais décroché une place sur la liste d'honneur de la fac, et on parlait de me proposer un stage dans un centre d'aide aux familles. On a organisé une petite fête avec Denise et Marcus, venus passer le week-end chez nous. Au cours de la soirée, Zara a montré à tout le monde son dernier projet artistique, une série d'autoportraits retraçant son chemin, de l'exploitation à la liberté. C'était brut, intense, rien à voir avec les images lisses et retouchées que maman lui imposait autrefois. Son prof d'art l'avait encouragée à les présenter à une expo étudiante, elle y pensait sérieusement. Ce soir-là, une fois tout le monde parti se coucher, Zara et moi nous sommes installés sur notre minuscule balcon pour regarder les étoiles. J'ai enfin arrêté de vérifier s'il y avait des caméras dans la salle de bain ou la chambre, m'a-t-elle confié. J'ai avoué que moi aussi, il m'arrivait encore d'avoir peur d'être observée ou filmée. On s'est dit que ça mettrait sûrement des années à disparaître, mais qu'on avançait. Ça te manque parfois ? J'ai demandé. L'attention ? Les abonnés ? Toute cette vie-là ? Elle a réfléchi. Ce qui me manque, c'est de me sentir importante pour les gens, a-t-elle reconnu. Mais aujourd'hui, je vois bien que ce n'était pas réel. Les gens ne connaissaient pas la vraie moi. Ils connaissaient la version inventée par maman. J'ai hoché la tête. Tu comptes pour moi ? Lui ai-je dit. La vraie toi. Elle a souri et m'a serré la main. Et toi ? Tu comptes pour moi ? Merci de ne pas m'avoir laissé tomber. On est restés là, en silence, juste 2 sœurs, sans toute la rivalité et la manipulation que maman avait installée entre nous. Phoenix a sauté sur les genoux de Zara, ronronnant à plein régime. Lui aussi avait repris du poids. Il était à présent tout en rondeur, en bonne santé. Le lendemain matin, j'ai trouvé Zara dans la cuisine, en train de préparer le petit-déj. De vrais aliments, pas les trucs de régime que maman nous imposait. Elle fredonnait en regardant les montagnes à travers la fenêtre. Je l'ai observée un instant, repensant à la jeune fille au regard vide que j'avais retrouvée penchée au-dessus des toilettes ce fameux Thanksgiving. Le contraste était frappant. « Quoi ?» a-t-elle demandé en me surprenant à la regarder. « Rien », ai-je répondu. « Je suis juste heureuse de te voir épanouie. » Elle a esquissé un vrai sourire qui illuminait tout son visage. « J'y arrive », a-t-elle soufflé. « On y arrive toutes les deux. » Et elle avait raison. On avançait, jour après jour, en construisant cette vie qui aurait toujours dû être la nôtre. Ce n'était pas une existence parfaite. On portait encore les traces de notre enfance, mais elle faisait partie de nous désormais. C'était une vie qui nous appartenait vraiment, à nous seuls, et non à maman, ni à ses caméras, ni à ce public invisible qui s'était nourri de nos peines. Et ça valait bien plus que tous les abonnés du monde.